Bonjour à tous et bienvenue dans ce huitième numéro des chroniques, huitième épisode des chroniques de Youssef Indy. Avant de commencer, je tenais à remercier les contributeurs, tous ceux qui soutiennent cette chaîne. Je tiens à préciser que le plus important, ce n'est pas le montant, mais c'est la régularité. Donc, si vous êtes très nombreux à donner des toutes petites sommes, 1 euro, 2 euros, 3 euros, bref, le prix d'un café, mais sur la durée, de façon régulière, c'est mieux que de donner une grosse somme ponctuelle. Voilà. Donc je vous invite, ceux qui sont abonnés et qui suivent mes chroniques, à apporter votre contribution, à soutenir cette chaîne pour continuer dans la durée. C'est un gros travail. Donc, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien Tipeee et un lien PayPal pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous, likez et relayez la vidéo, relayez les vidéos pour améliorer le référencement. Et puis, comme nous sommes rentrés dans le mois de Ramadan, je souhaite un Ramadan Mubarak, un bon Ramadan à tous les musulmans et un bon carême aussi aux chrétiens, puisque cette année, le Ramadan coïncide avec le carême. Alors, maintenant on va aborder notre sujet du jour qui est le suicide de l'Union européenne en Ukraine. Alors, c'est pour reprendre une phrase d'Emmanuel Todd lors d'une interview de 2014, juste après le Maïdan, le coup d'État de Maïdan de février, où il disait qu'il lui semblait que l'Union européenne, l'Europe était allée chercher sa mort en Ukraine. Et c'est pour ça que je suis extrêmement attentif à ce qui se passe en Ukraine, où je pense que, et c'est pour ça que je dis que peut-être que l'Europe est allée chercher sa mort en Ukraine, parce que avec l'Ukraine, société dont la désintégration va continuer, ça s'observe démographiquement. C'est-à-dire, c'est pas parce que Poroshenko a été élu que ça va s'arrêter. L'Ukraine, c'est pas juste failed state, l'Ukraine, comme on dit, un État en faillite. C'est a failed society. C'est-à-dire que la population ukrainienne a baissé de 12,5%. Mais quel rapport il va y avoir entre cette désintégration de l'Ukraine et de l'Europe ? Je ne sais pas, mais il faut bien voir que l'Ukraine va continuer. Je peux vous dire pourquoi l'Ukraine va continuer à se désintégrer. C'est très facile. Et ça sera grâce à l'Europe d'une certaine manière. Parce que les Russes voulaient prendre le contrôle de l'Ukraine une partie, mais plutôt avec l'idée de retaper l'Ukraine et d'en faire une partie de leur système. Le seul projet ou la seule réalité de l'Europe ou l'Ukraine, c'est lui piquer sa main-d'œuvre qualifiée. Et disons que l'histoire lui a donné raison, est en train de lui donner raison, et on va voir pourquoi. On va analyser un petit peu l'actualité, puisque ça a été très, très dense, très riche ces dernières semaines. Donald Trump a reçu Emmanuel Macron, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, qu'il va, je crois, recevoir bientôt. Ursula von der Leyen, et il a reçu aussi Zelensky, et la rencontre a fait grand bruit. Alors, d'abord, on va essayer de comprendre pourquoi les dirigeants européens tiennent tant à cette guerre. D'ailleurs, je l'avais dit sur Twitter, en commentant un tweet de Nathalie Yamb, en disant que les dirigeants européens avaient perdu la guerre comme on perd un être cher. En fait, ils tiennent à la guerre. Ils y tiennent comme on tient un être cher, et il faut essayer de comprendre pourquoi. Dans la situation actuelle, dans la séquence historique actuelle de délégitimation des classes dirigeantes européennes, on a vu un certain nombre de gouvernements balayés, y compris en France, avec des premiers ministres qui se succèdent, en France, en Grande-Bretagne notamment, des sanctions boomerang imposées par les États-Unis, mais qui ont frappé surtout l'Europe, qui n'ont pas frappé en fait la Russie, qui est devenue la 4e puissance économique mondiale. Donc des sanctions boomerang, une politique économique à l'époque du Covid de destruction économique, donc destruction économique durant la guerre en Ukraine à cause des sanctions, et véritablement
un régime d'état d'exception qui s'est imposé en Occident, dans presque tous les pays de l'Occident, à partir de la séquence Covid, mais même avant la séquence Covid. En fait, ça a commencé avec les séries d'attentats, notamment en 2015. C'est à partir de là qu'on est rentré dans un état d'exception permanent. État d'exception, en fait, qui sert de moyen de contenir les peuples, d'empêcher leur révolte ou de contenir leur révolte. Donc on est véritablement dans une situation de guerre civile froide ou tiède, parce qu'il y a eu des moments chauds quand même avec les gilets jaunes, où il y a une confrontation directe entre l'appareil d'État piloté par l'oligarchie et le peuple. Et la guerre est aussi un moyen de maintenir les peuples en rang et d'empêcher les peuples en période de paix de demander des comptes à leurs dirigeants. Donc, étant donné qu'il n'y a plus de Covid, au moins qu'il y en ait un nouveau qui apparaisse, la guerre en Ukraine est un moyen de focaliser l'attention des peuples, de les maintenir sous pression, dans un régime de peur permanente, pour éviter de devoir leur rendre des comptes sur leur bilan politique et surtout leur bilan économique. Et dans ce contexte, on a un pouvoir aux États-Unis qui représente, disons, selon moi, une faction de l'État profond qui a une autre vision des choses que les néoconservateurs et les globalistes. Comme je l'ai déjà expliqué dans les précédentes chroniques, dans mes premières chroniques sur la géopolitique, la nouvelle géopolitique de Donald Trump, géopolitique de grand espace, etc. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais pour être schématique, ce qu'on a, c'est un pouvoir aux États-Unis qui veut s'enraciner dans la terre, c'est-à-dire l'Amérique du Nord et sa sphère d'influence, et s'enraciner dans l'économie réelle. Et face à lui, il y a donc dans l'appareil d'État américain un autre pouvoir qui est à la fois globaliste, donc un pouvoir déterritorialisé, mais qui utilise quand même l'appareil d'État américain, et d'ailleurs les autres appareils d'État, principalement l'appareil d'État américain, l'hégémon américain, pour appliquer son programme, son projet, sa politique, et une faction néoconservatrice qui, depuis le début des années 2000, multiplie les guerres. Et le néoconservatisme et le globalisme, en fait, ont fini par fusionner. Et pour donner, en fait, la situation actuelle, c'est-à-dire des guerres successives au Proche-Orient pour le compte de l'État d'Israël, une guerre contre la Russie, et une multiplication des conflits à travers le monde pour maintenir la présence états-unienne partout dans le monde. Donc ce régime à la fois globaliste et néocon, qui était bien représenté par le camp Clinton, en fait, surtout par Hillary Clinton, qui était à la fois proche des néoconservateurs, favorable aux destructions au Proche-Orient, destruction des États du Proche-Orient, favorable à une guerre contre la Russie, mais aussi proche de George Soros. Donc elle incarnait cette synthèse entre néoconservatisme et globalisme. Donc, avec la victoire de Trump, on peut dire qu'il y a eu une défaite, en tout cas momentanée, de ce camp globaliste néoconservateur face au camp, je dirais, réaliste et favorable à une géopolitique de grand espace. Et ça ne veut pas dire que je dis que Donald Trump est merveilleux et que c'est un bisounours face à des méchants. C'est simplement un tableau analytique de la situation. Par conséquent, la volonté de Donald Trump de mettre un terme à la guerre en Ukraine, c'est une façon de mettre un terme aux ambitions et à la politique des globalistes
et des néoconservateurs. Les néoconservateurs veulent détruire la Russie pour des raisons... Il y a une histoire anglo-américaine de la guerre et de la volonté de détruire la Russie. Il y a aussi une dimension néoconservatrice dont d'ailleurs Emmanuel Todd a fini par parler, où il dit, je cite, que ce sont les néoconservateurs juifs, notamment d'Europe de l'Est, et ukrainiens, comme Victoria Nuland, qui veulent se venger à la fois des Ukrainiens et des Russes. Et puis il y a la branche globaliste qui, elle, veut se débarrasser de tous les États autoritaires, tous les États conservateurs, qui représentent, comme la Chine, comme la Russie, qui représentent un obstacle géopolitique certes, mais aussi idéologique. Là, je renvoie aux travaux de Pierre-Antoine Plaquevent sur Soros et la société ouverte, métapolitique du globalisme aux éditions Culture et Racines. Et donc Donald Trump veut mettre un terme à cette guerre. En mettant un terme à cette guerre, il met à mal ce camp. Or, ce camp, comme je l'ai dit, n'a pas un pouvoir centralisé. Il est déterritorialisé. Et donc il est présent en Europe, à la tête de plusieurs États européens et à la tête notamment de l'Union européenne. Raison pour laquelle les pays de l'Union européenne, à commencer par la France d'Emmanuel Macron, veut poursuivre la guerre en Ukraine contre la Russie, pour ces différentes raisons. Donc il faut bien comprendre la situation à la fois géopolitique, économique, sociale et idéologique. Donc ça, c'est très important. C'est aussi important de le comprendre pour saisir la ligne de fracture au sein de l'Union européenne, au sein de l'Europe. Parce que parmi les pays, alors il y a eu une réunion organisée le 17 février dernier à l'initiative d'Emmanuel Macron, réunissant les pays européens, pas tous, mais les plus importants. Et lors de ce sommet, en fait, sont apparues des dissensions. Déjà, sur ceux qui sont partisans de soutenir l'Ukraine, il y en a qui sont favorables à l'envoi d'armes et d'hommes sur le terrain et d'autres non. Le Royaume-Uni et la France sont favorables, ils sont en pointe, mais l'Allemagne, la Pologne et l'Espagne estiment que c'est prématuré. Et l'Italie, donc Giorgia Meloni a déclaré ce jour même qu'aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 4 mars, elle a déclaré qu'il était hors de question pour elle d'envoyer des troupes en Ukraine. Donc c'est hors de question. Donc là, on voit déjà une ligne de fracture. Une ligne de fracture qui est déterminée par les intérêts nationaux, et puis une ligne de fracture qui est aussi déterminée par l'orientation idéologique des différents pays de l'Union européenne. Donc on voit quand même une crise qui dure d'ailleurs depuis des années. On l'a vu avec l'euro et on l'a vu avec le Covid. Chaque fois qu'il y a une crise, eh bien, cette crise provoque une crise au sein de l'Union européenne, des lignes de fracture qui réapparaissent. Et donc les Européens proposent une trêve, en fait. C'est une façon de couper la poire en deux, continuer à envoyer des armes, proposer une trêve et puis maintenir des troupes en Ukraine. Et à cela, Sergueï Lavrov, donc le ministre des Affaires étrangères russe, a répondu il a estimé que cette trêve était une sournoiserie. Il dit, je cite, « On ne peut pas conclure un accord qui ne vise qu'à atteindre un seul objectif. Un seul objectif, donc, fournir toujours plus d'armes à l'Ukraine. » Donc en fait, les Russes sont déjà tombés dans le panneau une fois avec les accords de Minsk 1 et 2. Ils n'ont pas envie de retomber dans le panneau. Il y a eu les accords de Minsk qui étaient plutôt en 2015, février 2015. Alors, ils n'ont pas tenu. Pourquoi ? C'est un peu technique, mais c'est parce que, en fait, Zelensky voulait les tenir, c'est-à-dire que ça prévoyait l'introduction dans la constitution ukrainienne d'une sorte d'autonomie pour les régions de l'Est, du Donbass, les régions russophones.
Et il a dû faire de la politique intérieure parce que il y a des mouvements extrêmement nationalistes, et il y en a en Ukraine qui ont fait des manifestations à ce moment-là à Kiev. Il a dû céder, et effectivement les Ukrainiens n'ont pas appliqué les accords de Minsk. Et pire encore, on sait aujourd'hui, puisque Merkel et Hollande ont eu la sottise de le dire, qu'ils avaient négocié ces accords de Minsk, mais pas de bonne foi. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas l'intention, ont-ils dit, de les appliquer. Est-ce que c'est pas justement ça qui fait peser une menace et qui pèse sur la crédibilité d'une proposition européenne aujourd'hui? Ah bah oui, ça c'est le fait que Hollande et Merkel avaient dit qu'ils n'avaient pas négocié de bonne foi, que c'était simplement pour que l'Ukraine puisse se réarmer, c'est terrible effectivement. Et d'ailleurs, objectivement, on peut se dire oui, effectivement, les Russes ne veulent pas voir en Ukraine des forces de maintien de la paix qui ont été des forces de maintien de la guerre contre elles. C'est tout à fait logique. À la limite, s'il devait y avoir une force de maintien de la paix en Ukraine, cela devrait être des forces, des armées non européennes, non impliquées dans la guerre, peut-être européenne, mais avec des Hongrois par exemple, ou des Indiens, des Chinois, des armées qui n'ont pas été impliquées, qui sont restées neutres dans la guerre contre la Russie. Donc voilà, c'est ce qui serait le plus logique. Mais que des Européens envoient des troupes pour maintenir la paix, ça paraît incohérent. Alors, le 17 février avait lieu ce sommet, je crois que c'était à l'Élysée. D'ailleurs, on peut voir sur la photo que Giorgia Meloni faisait la tête. Son esprit n'était pas présent lors de la réunion. Et le 18 février, il y a eu des négociations, enfin un début de négociation, une reprise de contact entre les Russes et les Américains, les États-Unis, à Riyad, en Arabie Saoudite, une délégation russe et une délégation américaine. Alors, en faisant cela, l'objectif de Donald Trump et sa stratégie, c'est de négocier directement avec les Russes, puisque ceux qui ont déclenché la guerre sont les Américains, l'OTAN c'est les Américains, négocier directement avec les Russes en passant au-dessus des vassaux des États-Unis, qui eux sont toujours, comme je l'ai expliqué, soumis aux néoconservateurs globalistes. Voilà. Donc la négociation doit se faire entre les deux puissances, en fait. Les Russes sont favorables aux accords de paix. Bien sûr, l'administration Trump est favorable. Et Donald Trump, pour ce faire, et pour soumettre les dirigeants européens, il utilise une tactique qui est simple, qui est d'abord de ne pas rencontrer tous les dirigeants européens lors d'un sommet, UE-États-Unis. Il n'est pas venu encore en Europe. Il reçoit les dirigeants européens et d'autres pays les uns après les autres. Et c'est un peu une façon, comme dans le football ou dans un autre sport, c'est de prendre l'autre à domicile. Voilà. Et les prendre un par un, et non pas en même temps. Et on a vu ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron, c'était très surprenant. Il ne l'a pas reçu à la Maison-Blanche, apparemment. Il arrive à la Maison-Blanche, il a été reçu par une porte... pas par l'entrée, il a été pas reçu par Donald Trump déjà, et il a été reçu de façon protocolaire par une porte, je crois la porte arrière, une porte d'une aile de la Maison-Blanche. Alors je vais vous citer un article du Daily Mail qui résume en fait l'humiliation infligée par Donald Trump à Emmanuel Macron, qui contraste avec ce qu'on a vu dans les médias occidentaux, européens en particulier, où on nous présente un Emmanuel Macron fort, sûr de lui-même, et qui a dominé Donald Trump et qui l'a remis à sa place. Voilà la réalité. Donc je cite le Daily Mail. Donald Trump a semblé humilier Emmanuel Macron cet après-midi lorsqu'il ne l'a pas salué à son arrivée à la Maison-Blanche et l'a placé à côté de son bureau dans le bureau ovale.
Des images montraient le président français s'arrêtant dans une voiture noire avant d'être accueilli dans l'aile ouest de la Maison-Blanche par la chef du protocole par intérim Abigail Jones. Des images ont également montré Emmanuel Macron dans le coin de son bureau ovale lors d'un appel Zoom avec les dirigeants du monde, tandis que Trump était assis au milieu. Et on voit à un moment donné Trump qui est assis dans son bureau, dans le bureau ovale, et qui dit à Emmanuel Macron de s'asseoir là à côté de lui, et il lui a mis une petite chaise, et il s'est retrouvé là au coin de la table. Très curieux. Et puis ensuite, il y a eu une conférence de presse, et durant cette conférence de presse, Donald Trump a fini, comme d'habitude, de façon hypocrite, saluer le merveilleux Emmanuel Macron, et a conclu en lui disant « Dis bonjour à ta jolie femme ». Ce qui est un peu curieux compte tenu du contexte avec, comme vous l'avez vu, la série de vidéos de Candace Owens sur le sujet concernant Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Et ce qui est frappant, c'est que après son passage, on n'a plus du tout entendu Candace Owens sur cette affaire. Je crois sur Twitter. Alors je ne la suis pas sur Twitter, mais j'ai pas regardé en détail, mais il me semble ne pas avoir vu de tweet de Candace Owens sur ce sujet. Bien sûr, plus de vidéos sur le sujet. Il y a eu à un moment donné le retrait par Amazon du livre de Xavier Poussard sur le Becoming Brigitte, et qui a été ensuite remis en vente. Et on peut se demander si effectivement il n'y a pas eu une négociation sur le cas ukrainien, ou alors sur un autre cas, je ne sais pas, et qui a mis un arrêt de façon très nette à cette série et même ce tapage sur les réseaux sociaux, sur Twitter, de la part de Candace Owens sur le sujet. On ne sait pas, on verra par la suite, mais il n'en demeure pas moins que ça reste un levier qu'on pourra utiliser à l'avenir Donald Trump contre Emmanuel Macron. Ensuite, Donald Trump a reçu Zelensky, qui a saboté en fait l'accord de paix. Parce que quand il est allé aux États-Unis, Donald Trump comptait lui faire signer un accord, en fait, aboutir à un accord de paix avec la Russie en échange des ressources naturelles ukrainiennes. Voilà. Donald Trump, l'administration américaine, veut mettre la main sur les richesses de l'Ukraine, pour rembourser l'argent, les centaines de milliards de dollars qui ont été donnés à l'Ukraine. Mais de toute façon, c'était l'idée dès le départ. Les Américains, quand ils ont envoyé tous ces milliards en Ukraine, ils savaient bien que l'Ukraine serait en incapacité de rembourser. Par conséquent, puis on a vu Monsanto, BlackRock mettre la main sur des terres ukrainiennes, mais comme l'explique Xavier Moreau dans son ouvrage, qu'on a présenté d'ailleurs ensemble, celui-là, Ukraine, pourquoi la Russie a gagné, il explique qu'il y a des terres que les Américains ne pourront jamais contrôler, puisque elles font partie maintenant de la Russie, puisque ce sont des terres qui ont été plutôt reconquises par la Russie. Mais il reste quand même des terres à exploiter du côté ukrainien. Mais Zelensky négociait déjà avec les Britanniques un accord sur un siècle d'aide, de soutien à l'Ukraine pour poursuivre la guerre de façon éternelle. Raison pour laquelle Zelensky a saboté l'accord avec Donald Trump. Il a fait en sorte de déclencher un conflit, il a été agressif. Parce qu'en fait, quand on regarde les 45 minutes, on voit bien que c'est Zelensky qui a commencé à prendre à partie J.D. Vance, qui a répondu, et en fait, l'extrait qui a circulé a commencé à partir de la réponse de J.D. Vance.
On ne voit pas ce qu'il y a avant, c'est comme d'habitude. Hein. Comme quand on prend des livres, on prend des passages tronqués, des conférences, etc. Faut regarder toute la conférence et en fait on voit que Donald Trump et J.D. Vance était silencieux quasiment et Trump était gentil avec Zelensky. Ouais, bien sûr qu'il allait être gentil puisque son objectif c'est de mettre la main sur les richesses ukrainiennes et de mettre un terme à la guerre avec la Russie puisque l'administration de Trump a d'autres priorités. Et donc Zelensky a quitté les États-Unis, il est venu en Europe, et il a été accueilli et consolé par les dirigeants européens qui lui ont dit « T'inquiète pas mon garçon, on va continuer à envoyer des armes en Ukraine pour que tu continues ce massacre, ce bain de sang ». Sauf que Donald Trump a déclaré que il a ordonné, il a communiqué sur cet ordre, il a ordonné la suspension de toute aide militaire et financière à l'Ukraine. Et d'ailleurs, Donald Trump, quand il a reçu Keir Starmer dans le bureau ovale, il a dit, on lui a posé la question, on lui a dit, mais si les Britanniques, l'armée britannique est attaquée en Ukraine, qu'est-ce que vous ferez ? Et Trump a répondu que l'armée britannique était formidable, qu'elle n'avait pas besoin d'aide, que les États-Unis seraient toujours un soutien de la Grande-Bretagne, mais qu'il n'aurait pas besoin de l'aide des États-Unis. Puis il l'a regardé et il lui a dit vous pouvez prendre la Russie tout seul. Il a posé la question à Keir Starmer, Premier ministre britannique, qui a esquissé un sourire très, très gêné. Le message envoyé par Trump, c'est les Britanniques et les Européens en général ne pourront pas poursuivre cette guerre sans nous. Donc ce qui risque de se passer à l'avenir, si les Européens s'entêtent dans cette guerre contre la Russie, c'est que Donald Trump, l'administration Trump, va les laisser faire et va laisser l'armée russe les écraser. Ce qui sera une défaite plus cinglante encore. Donc en fait, les dirigeants européens ont une attitude très... Enfin, ils sont un peu coincés, comme je l'ai dit. D'un côté, ils veulent poursuivre la guerre parce que s'ils arrêtent la guerre, il faudra qu'ils rendent des comptes sur cette guerre, sur toutes ces dépenses, sur les sanctions, les contre-sanctions, etc., à leur peuple. Et donc c'est pour ça qu'ils ne veulent pas y mettre un terme. Mais en même temps, s'ils poursuivent cette guerre contre l'Ukraine, en Russie, ils ne font que reculer pour mieux sauter. Et la défaite risque d'avoir des conséquences cataclysmiques pour les dirigeants européens, d'autant plus, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, là ils se retrouvent dans une situation où ils ont les peuples contre eux, peuples européens contre eux, ils ont la Russie de Poutine contre eux, et ils ont maintenant l'Amérique de Trump contre eux. Donc ils sont entre eux, le marteau et l'enclume. Et puis en plus ils sont assis sur un volcan. Le volcan, ce sont les peuples européens qui à un moment donné vont demander des comptes. Alors, on voit l'inflation, je veux dire, on est dans une situation économique catastrophique. Donc on a vraiment l'impression d'États, de régimes qui sont un peu branlants, qui sont en train de vaciller, qui n'ont pas la souplesse des Américains. On voit bien quand même les Américains qui ont fait n'importe quoi ces dernières décennies, là, essaient de sauver les murs avec l'administration Trump et font un virage à 180 degrés, extrêmement brutal et de façon très souple. Ça a à voir avec la culture anglo-américaine, mais du côté britannique, on n'a pas la même réaction. Du côté britannique, on a une rigidification du pouvoir, avec des emprisonnements à la chaîne, d'ailleurs comme en France, de tous ceux qui tiennent un discours qui n'est pas strictement aligné sur la politique intérieure et extérieure de l'État. Donc on est dans une situation extrêmement dangereuse, avec des États qui sont très fébriles et qui sont dans la répression à tout va, et qui pourraient être déstabilisés au premier choc extérieur. Et une défaite en Ukraine, qui est en fait déjà entamée, pourrait être un choc qui aurait un effet domino extrêmement brutal.
Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de liker, de partager, de nous soutenir la chaîne sur le lien Tipeee et PayPal dans la description de la chaîne. Et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous, si Dieu veut, la semaine prochaine, mercredi à 18h.